Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4, un épisode qui va être consacré à ce qu'on appelle dans les constellations familiales l'amour innocent. Parfois on parle aussi d'amour aveugle. Moi je préfère parler d'amour innocent, je trouve que c'est plus joli. Mais vous entendrez aussi peut-être parler d'amour aveugle. Donc on va parler ici de ce concept. Selon Bert Hellinger, qui a théorisé les constellations familiales, fondateur des constellations familiales, et selon la vision du coup qu'il propose de cet amour innocent, qu'il va aborder en lien avec la dynamique des relations familiales et des systèmes. Donc selon lui, l'amour innocent, c'est celui qui se manifeste naturellement chez les enfants. Il le décrit comme un amour instinctif, un amour pur, un amour parfois naïf. Donc c'est aussi pour ça qu'on va parler d'amour aveugle. Et c'est un amour qui peut être aussi source de souffrance quand il n'est pas équilibré, quand il n'est pas compris, notamment dans le cadre des responsabilités et des rôles familiaux. Donc c'est vraiment une notion qui nous renvoie aux différentes lois, aux différents principes fondamentaux du transgénérationnel et des constellations familiales, la question de la place, chacun sa place, la question de la loyauté et du fait de trahir le clan d'une certaine manière, la question de la hiérarchie, qui sont les grands, qui sont les petits, et du coup, qui doit porter quoi, finalement, dans le système. Le principe, c'est que les enfants viennent au monde dans un système familial, donc dans leur famille, dans la famille qu'ils ont choisie, avec un pur amour. Un amour donc innocent, aveugle, un amour archaïque envers le système familial. Et avec cet amour, ils sont au service absolu du système. De manière inconsciente, évidemment. Le système familial, lui, ce qu'il souhaite, c'est aller vers l'union, c'est rétablir l'amour. Donc, chaque enfant qui vient au monde dans un système familial, il est au service de cette union, de cet amour, et il va faire en sorte, parfois à son propre détriment, que ce qui n'a pas été intégré avant dans le système familial soit intégré maintenant et grâce à lui. Quand on dit ce qui n'a pas été intégré avant, ça peut être des personnes qui ont été exclues du système familial, qui n'ont pas trouvé leur place, à qui on n'a pas donné la place. Ça peut être aussi des mémoires, ça peut être des traumas, ça peut être des pertes, des deuils, etc. Les enfants, le rôle des enfants dans le système familial est de faire apparaître ce qui n'a pas été intégré. Et chaque enfant dans un système familial aura son propre processus à faire, qui n'est pas forcément le même d'un enfant à un autre, qui n'est pas forcément le même non plus dans une fratrie. Est-ce que c'est vraiment à l'enfant de faire ça ? Non. Et c'est bien pour ça que cet amour innocent, il peut poser problème, puisque le rôle d'un enfant, c'est d'être un enfant. C'est de s'amuser, de prendre du plaisir, de vivre, de jouer. Mais parce que les enfants, naturellement, vont venir avec cet amour innocent et vouloir aider leur système familial, le système familial qu'ils ont choisi, certains enfants oublient d'être des enfants. Et certains adultes continuent de porter avec eux cet amour innocent. Ils n'ont pas encore transitionné de cet amour innocent à cet amour conscient. Et ils continuent du coup de porter des choses qui ne leur appartiennent pas et ne grandissent pas, entre guillemets, ne deviennent pas adultes dans ce sens-là. Donc, ce que Bert Hellinger nous explique, c'est que les enfants vont souvent porter le poids des conflits ou des déséquilibres familiaux sans en être conscients, évidemment. Ils peuvent s'identifier à la souffrance de leurs parents, de leurs ancêtres, en pensant que s'ils prennent ce fardeau sur eux, ils vont les aider. Alors ça, parfois, on peut le voir, même dans une dynamique familiale. On peut voir des enfants qui, dès que le parent a quelque chose, vont se précipiter, vont vouloir aider le parent, etc., etc. On pourrait dire que c'est de l'empathie et que l'empathie est naturelle. Oui, évidemment, il y a une partie d'empathie. Mais jusqu'où va cette empathie, jusqu'où va cette envie, cet élan d'être proche de son parent et de l'aider à surmonter ce qu'il traverse, à un moment donné, ça peut ne plus être juste pour l'enfant. Et c'est là qu'on est donc dans cet amour innocent. Et cet amour innocent, il est motivé donc par une loyauté inconsciente envers la famille, envers le système familial, et le désir de réparer ou de sauver.
Ce que Bert Hellinger souligne aussi, c'est que cet amour innocent, il est souvent inefficace parce que ce n'est pas aux enfants de porter le poids des adultes et il peut causer des déséquilibres dans la vie des enfants lorsqu'ils deviennent adultes. Par exemple, un enfant qui va prendre inconsciemment sur lui la douleur d'un parent, il peut se retrouver à vivre des blocages personnels ou des schémas destructeurs qui ne sont pas les siens et vivre un destin, du coup, qui ne lui appartient pas totalement. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Pas pour faire peur, parce que bien évidemment, si je vous en parle, c'est qu'il y a la possibilité, notamment à travers les constellations familiales, que chaque membre du système reprenne la place qui lui revient et que les enfants et les enfants intérieurs de chaque adulte puissent déposer cette loyauté et déposer ce qui ne leur appartient pas. Donc ce concept d'amour innocent, il est vraiment central dans les enseignements de Bert Hellinger, il est vraiment central dans les constellations. Et il peut être mal compris parfois, notamment dans les relations familiales ou dans les relations amoureuses. Donc vraiment, pour comprendre ce concept, si on veut le résumer, c'est un enfant dans un système familial qui va chercher instinctivement, inconsciemment, à résoudre les conflits familiaux, qui va s'identifier potentiellement à ses parents ou à d'autres ancêtres, et qui va parfois essayer de porter cette souffrance-là. Par exemple, un enfant qui ressent une tristesse inexpliquée qui peut être liée à des événements non résolus dans la famille. Un enfant qui peut porter sur lui le destin, l'histoire ou les émotions d'un ancêtre qu'on n'a pas intégré dans la famille, qu'on a exclu dans la famille, qu'on a mis de côté. Au nom de cet amour innocent, au nom de ce système et de l'union vers laquelle veut aller le système familial, l'enfant va porter ce qui ne lui appartient pas. Il y a des conséquences, évidemment, à cet amour innocent qui continue, en fait, cette dynamique de l'amour innocent qui continue de perdurer. Parce que, déjà, pour un enfant, c'est très lourd à porter. C'est aussi ce qui fait que certains enfants, du coup, vont prendre la place de leurs propres parents. C'est par exemple leurs parents eux-mêmes. Voilà, un exemple très précis pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Un enfant dont la maman n'a pas eu de maman, par exemple. Soit parce que sa maman est décédée jeune, soit parce que sa maman n'était pas en capacité de s'occuper d'elle, donc une figure maternelle. Je prends souvent l'exemple des femmes, parce que, voilà, vous le savez peut-être maintenant, si vous écoutez mes podcasts depuis un moment, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur ma lignée maternelle, lapsus, beaucoup plus que sur la lignée paternelle, du coup, jusqu'à aujourd'hui. Et puis parce que je reçois aussi énormément de femmes et que très souvent on travaille sur les questions de la lignée maternelle. Donc c'est pour ça que c'est aussi des exemples qui me viennent plus naturellement. Mais évidemment, sachez que c'est la même chose des deux côtés. Et qu'il n'y a pas que les lignées maternelles, il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les mères qui ont des difficultés. Voilà, moi j'accompagne principalement sur ces sujets-là, mais ça marche aussi du côté de la lignée paternelle, bien évidemment. Donc je vous disais, voilà, la maman en question n'a pas eu de maman, n'a pas eu cette présence-là. Eh bien, on peut, en tant qu'enfant, devenir le parent de son parent pour rétablir cela. Parce qu'on sent que notre maman a manqué de sa maman, donc on va lui offrir cet amour maternel qu'elle n'a pas eu. Est-ce que c'est juste ? Absolument pas. Ça pose un problème de hiérarchie. Je ne suis pas la grande et ma maman n'est pas la petite, c'est l'inverse. Ça pose un problème de place. Je n'ai pas à me mettre à la place de la mère de ma mère, même si celle-ci a manqué. C'est pas mon rôle en tant qu'enfant. Et ça pose un problème du coup de loyauté, puisque si je pense que je suis la mère de ma mère, je vais m'en occuper toute ma vie en fait. Toute ma vie, même ma vie d'adulte, même si je fonde une famille, même si moi-même j'ai des enfants, je vais rester loyale à ma maman parce que j'ai pris le rôle, la place de sa propre mère. Donc c'est absolument pas juste. Ça peut poser donc de gros problèmes, notamment des schémas relationnels qui peuvent être basés sur de la souffrance, où on peut ressentir un poids émotionnel qui ne nous appartient pas. Donc c'est vraiment important de porter attention à ce qu'on porte, à ces schémas-là, à notre place dans le système familial, pour pouvoir rendre à chacun ce qui lui appartient, pour pouvoir rendre les émotions qui ne nous appartiennent pas, pour pouvoir déposer cette loyauté
et reprendre notre propre place. Et bien souvent, tout ça, on ne s'en rend pas compte, évidemment. Là, je vous donne des clés. Alors peut-être qu'en écoutant, vous posez des questions, vous prenez un peu de recul sur votre relation avec votre famille, etc. Le plus souvent, clairement, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que c'est inconscient, que c'est ancré. Et justement, comme on est dans cet amour innocent, cet amour aveugle, c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qui, pour nous, va nous sembler naturel et qui nous viendrait pas à l'idée de le remettre en question. Donc bien souvent, c'est là que c'est intéressant du coup de pouvoir se faire accompagner sur ce sujet-là quand on sent qu'il y a des dysfonctionnements dans notre vie à nous et pour pouvoir remonter à la racine et remonter à ces schémas. Évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, si je vous dis tout ça, c'est que ce n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas quelque chose... Il n'y a pas de fatalité, en fait, là-dedans. Moi, j'ai accompagné cette année, en début d'année, plusieurs femmes. Je pense notamment à une en particulier, justement sur la question de la parentification, de je prends la place de ma propre mère. Des femmes qui ont réalisé un travail incroyable. Alors oui, souvent en plusieurs séances, parce que quand on porte aussi des schémas de fonctionnement depuis toujours ou presque, il suffit pas d'un claquement de doigts pour les déposer et pour s'autoriser à faire autrement. Donc parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais pour autant, j'aurais beaucoup d'exemples en fait de personnes que j'ai pu accompagner et qui ont pu déposer cet amour innocent, cet amour aveugle et entrer dans un amour plus conscient. Conscient envers la propre histoire de chacun, conscient envers notre système familial, conscient envers nos propres mécanismes de fonctionnement et ce qui nous a été transmis. Finalement, déposer cet amour aveugle, innocent et passer à un amour conscient, c'est aussi d'une certaine manière sortir du triangle de Karpman. On peut complètement le mettre en lien avec le triangle de Karpman. Donc le triangle dramatique de Karpman, qui est un modèle issu de l'analyse transactionnelle et qui décrit 3 rôles typiques dans les interactions qui peuvent être conflictuelles ou dysfonctionnelles. Le rôle de la victime qui va se sentir impuissante, accablée par une situation et qui va souvent être en quête de quelqu'un pour la sauver ou la prendre en charge. Le sauveur qui se sent obligé d'aider la victime souvent à ses dépens et qui est motivé par le besoin d'être utile, d'être important. Et le persécuteur qui blâme, critique, contrôle les autres et qui peut accentuer la souffrance de la victime. Et l'idée dans ce triangle, c'est que les rôles sont interchangeables et qu'on peut passer de l'un à l'autre au cours des interactions. Donc c'est vraiment l'idée de sortir en fait du triangle, d'être dans aucun de ces 3 rôles pour pas justement faire le tour. Le lien qu'on peut faire entre les deux, on peut voir vraiment cette dynamique comme la dynamique sauveur-victime. L'enfant, par loyauté inconsciente envers sa famille, qui va essayer de sauver ses parents ou d'autres membres de la famille, donc en croyant qu'il peut alléger leur souffrance. Cet enfant qui va devenir donc un sauveur, motivé certes par un amour pur, cet amour innocent qu'on a vu, mais qui est mal dirigé. Et en tentant de le sauver, l'enfant ou l'adulte plus tard va reproduire la dynamique du triangle dramatique. L'enfant sauveur croit qu'il va réparer des torts, guérir des blessures, porter le fardeau de ses parents. Le parent ou le membre de la famille va alors devenir une victime qui est perçue comme impuissante, qui est incapable de se sortir seule de ses souffrances. Et si l'enfant ne parvient pas à sauver ou à alléger la douleur, il peut aussi se transformer en persécuteur, en blâmant les parents pour leur faiblesse ou pour leur incapacité à changer. Donc l'amour innocent peut conduire à une codépendance qui va alimenter la dynamique du triangle de Karpman. Et on se retrouve pris dans ce cycle sans fin, où on va osciller entre le besoin de sauver, la frustration de ne pas pouvoir le faire, etc. Donc l'enfant qui a pris inconsciemment ce rôle de sauveur, l'enfant ou l'adulte, avec son enfant intérieur qui reste dans ce rôle de sauveur, il peut devenir persécuteur. S'il réalise que tout ce qu'il fait, finalement, n'est pas couronné de succès. Il peut critiquer très sévèrement son parent ou l'ancêtre, avoir un ressentiment inconscient à son égard. Et ça, moi, je l'ai souvent entendu. J'ai souvent entendu, mais voilà, mes parents ne veulent pas changer. J'en veux à mes parents qui ne se bougent pas, qui ne veulent pas changer. Ce qui est très difficile parce que du coup, évidemment, il y a beaucoup d'attentes. Voilà, on a l'impression qu'on peut les aider, qu'on peut leur montrer le chemin, qu'on peut faire donc les choses pour eux. Donc,
pour sortir de ces rôles, ce qui va être important, et notamment à travers les constellations familiales, c'est de restituer ce qu'on appelle l'ordre familial. L'ordre familial, c'est un des principes fondamentaux des constellations et du transgénérationnel et qui permet à chacun de reprendre la place qui lui revient. L'enfant renonce à son rôle de sauveur, il rend la responsabilité de son destin à son parent ou à un autre de ses ancêtres. Donc, et il laisse vraiment les ancêtres ou les parents assumer la responsabilité de leurs propres difficultés. Il y a une phrase qui en constellation fonctionne très bien, qui peut parfois être difficile à dire, mais qui allège et qui soulage vraiment. C'est « je te laisse à ton destin ». Tu as ton destin et j'ai le mien. Ça veut pas dire je t'abandonne, je ne t'aime plus, je m'en fous de toi, j'ai plus envie de m'occuper de toi, j'ai plus envie d'être là pour toi. Mais ça veut dire je ne suis pas responsable et ce n'est pas à moi de réparer quoi que ce soit dans cette dynamique, dans notre lien. Et ça enlève un poids sur les épaules qui peut être là depuis tellement longtemps, qui peut être tellement lourd aussi, de se dire en fait, je suis responsable de moi et seulement de moi-même. Et je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé avant moi. Je ne suis pas responsable, je vois beaucoup ça aussi dans les constellations, de la dynamique qu'il y a entre mon père et ma mère. Si les rôles ne sont pas équilibrés, s'il y a une dynamique qui n'est pas saine, etc., ce n'est pas mon job. Je n'ai pas à régler la dynamique entre eux deux. Moi, j'ai une responsabilité sur la dynamique que j'entretiens avec ma mère, avec mon père, depuis mon prisme à moi et mon point de vue à moi. Mais la dynamique qu'il y a entre mes deux parents, la dynamique qu'il y a entre ma mère et sa mère à elle, donc ma grand-mère, ça ne m'appartient pas et ce n'est pas à moi de faire quoi que ce soit. Et donc, quand je suis capable de renoncer, de sortir de ce rôle de sauveur, quand j'évite du coup le rôle de persécuteur et que je renonce aussi quelque part au rôle de victime, parce que je peux aussi à un moment donné me positionner en tant que victime de j'ai pas réussi à sauver, j'ai pas réussi à faire ci, à faire ça, mes parents n'ont pas changé, etc., etc. Quand je sors de ce triangle-là et que je vis ma propre vie à moi, waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça soulage. Et cet amour innocent donc passe à un amour conscient. Je peux quitter, d'une certaine manière, prendre de la distance avec mon système familial d'origine, celui d'où je viens, avec mes parents, mes grands-parents, etc., pour aller pleinement vers mon système familial de création, celui que je crée avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants si j'en ai, etc., etc. Et je peux vraiment être pleinement présente pour ce système familial de création. Tant que je suis dans l'amour innocent, je reste bloquée dans mon système familial d'origine, dans mon système familial de naissance. Je suis emmêlée, je suis empêtrée dans ces dynamiques-là et je ne peux pas prendre pleinement ma place dans ma vie à moi et dans la famille que je construis. Donc voilà pourquoi c'est aussi important. En plus du fait que c'est très lourd à porter tout ce qui ne nous appartient pas, et parce que parfois ça peut être aussi des histoires vraiment très très lourdes en termes d'émotions, et si je porte tout ça alors que ça ne m'appartient pas, c'est quand même pas évident. Et puis donc ça me permet de grandir, ça me permet de devenir pleinement adulte, de prendre pleinement ma place d'adulte et de ne plus me mêler finalement aussi de ce qui ne m'appartient pas, de ce qui ne me regarde pas. Et ça, en constellation, c'est vraiment des moments magnifiques. C'est vraiment très très beau. On ressent instantanément un soulagement de ne plus avoir à porter certaines choses. Et je peux vous dire que ça change aussi la vie au quotidien et pour les années qui suivent. Voilà pour cet épisode sur l'amour innocent. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous donne d'autres pistes de compréhension, que ça vous questionne peut-être aussi. N'hésitez pas à noter le podcast, à laisser un commentaire aussi à cet épisode selon ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a apporté. Et puis n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.